Ok, donc l'idée de la présentation, là, c'est de plutôt avoir une sorte de discussion. Moi, j'ai pas prévu grand-chose. Donc voilà, c'est plus essayer de faire un truc un peu interactif, aller voir quelques sujets qui vous intéressent. Globalement, l'idée, c'est de faire une petite introduction à Haskell, pour ceux qui connaissent pas trop, parce que je trouve que c'est un langage assez intéressant, sur plein d'aspects. Donc voilà, il y aura des choses à dire, c'est aussi pour ça que j'ai pas prévu grand-chose. Petit disclaimer, hein, je suis pas un expert, donc il y aura sans doute des questions auxquelles j'aurai pas de réponse. Et c'est pas plus mal, et peut-être que certains d'entre vous auront la réponse du coup. Donc voilà. Alors, il y a Nico qui demande quel rapport j'ai avec le Haskell. Donc moi, c'est un langage que j'ai vu, je pense, un peu comme toi pendant mes études, qui m'a beaucoup surpris et que j'ai décidé de creuser un peu. Et pour lequel, du coup, j'ai fait quelques projets comme ça. Par exemple, j'ai fait deux saisons de suite des parties de l'Advent of Code en Haskell, par exemple, juste comme ça pour toucher un peu le langage. Et sinon, par ailleurs, j'ai fait quelques petits projets. Là, j'en ai un en ce moment. C'est un projet de développement web avec toute la partie serveur en Haskell et toute la partie front-end en PureScript. Et donc, PureScript, c'est un langage qui compile en JavaScript, mais qui a la même syntaxe et les mêmes règles que Haskell, en gros. Donc voilà un peu pour répondre à la question. Et donc vous le savez peut-être, mais moi je suis en mission là. J'utilise un langage de programmation fonctionnelle qui s'appelle le Clojure, qui est un langage type Lisp. Et donc voilà, donc c'est un langage de programmation fonctionnelle comme le Haskell. Je trouve que le Haskell est plus poussé sur sa manière de prendre le paradigme de la programmation fonctionnelle, et on pourra en discuter. Et voilà, du coup, cette présentation d'Haskell, c'est aussi une manière d'aborder ce qu'est la programmation fonctionnelle, en quoi ça diffère d'un paradigme orienté objet, ce genre de choses. Alors déjà, pour savoir un peu là, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment confiants sur leur niveau de programmation fonctionnelle? Donc, globalement, la programmation fonctionnelle, on va dire que c'est un paradigme de programmation, c'est une manière de voir les choses. Le fonctionnel de programmation fonctionnelle, ça vient bien de fonction. En fait, ça vient de fonction surtout parce que on va considérer les fonctions comme des citoyens de première classe, comme on dit, des first class citizens. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les fonctions peuvent être des inputs à d'autres fonctions et peuvent être aussi des outputs de certaines fonctions. D'accord? Alors, donc on parlait des fonctions des first class citizens, function as first class citizen. Est-ce que vous avez des exemples de ce type de fonctions qui prennent en input d'autres fonctions ou qui produisent d'autres fonctions? Ok. Alors, ce serait quoi déjà la signature de map pour toi? Ça prend une liste. Ok. Partons sur une liste, ça sera très bien. Et une fonction. Très bien. Donc ça serait la signature de map. Hein. Donc, ok. Donc, c'est clair pour tout le monde. Ok. Alors, entre crochets A, c'est une liste de A. Moi, je l'écris comme ça, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, en effet, là, c'est assez clair. Hein. Elle prend une liste de A, et donc elle ressort à la fin une liste de B. Du coup, c'est très générique. Là, les A et les B, hein, c'est des type variables. Hein, ça peut être n'importe quel type. Par exemple, alors, voilà, on a une fonction sux, d'accord, c'est le successeur, d'accord, qui va prendre un A, ici, et renvoyer un autre A. D'accord, sur les entiers, tu lui donnes 1, il te donne 2. D'accord. Alors on peut aller regarder même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir un REPL. Tout le monde sait ce que c'est qu'un REPL? Un REPL. REPL, ça veut dire read, eval, print, loop. D'accord? Donc tu lui tapes un truc, il le lit, il l'évalue, il te l'imprime, et on recommence.
Okay, c'est une sorte de truc interactif pour jouer avec les fonctions que tu as définies. Est-ce que je peux zoomer mon terminal? Allez. Très bien. Donc, par exemple, si je fais sux de 1, évidemment, ça ne marche pas. Hein. Bon, ben voilà. Alors, on va pas définir ça. On va faire... D'accord. Cette expression-là, est-ce qu'elle fait sens pour vous? On n'a pas défini, on ne l'a pas implémenté, d'accord? Mais on va dire que c'est une fonction, comme ça, qui prend une certaine fonction de A vers B, une liste de A, et elle te rend une liste de B. Ça c'est la signature de la fonction, comme là, notre main 2.2.io, c'est... Ton main, c'est un input-output qui renvoie aucune valeur. Alors, bah, ouais, prenons ça, par exemple. Là, c'est la fonction putStringLine, okay, qui prend un paramètre, une string. Et donc, on voit que l'application de la fonction se fait juste avec un espace. Voilà. D'habitude, c'est nom de la fonction, entre parenthèses, tous les arguments. Ici, c'est nom de la fonction, espace premier argument, espace deuxième argument, etc., etc. Donc là, cet objet-là, comme ça, c'est donc la fonction map appliquée à un argument. Cet argument, forcément, c'est cette fonction-là, de A vers B. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction de A vers B? C'est la fonction plus 1. Donc, disons de manière simplifiée, c'est la fonction qui va prendre un entier et lui rajouter 1. D'accord? C'est très intéressant. Parce que du coup, on peut définir un add1 toList. Donc ça, c'est une fonction qui va juste prendre une liste d'entiers. D'accord? Et nous retourner une liste d'entiers. D'accord? Et on peut facilement la définir comme étant simplement map de plus 1. Ça marche, ça type check. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous implémenter une version de map assez facile. Et puis, comme ça, on pourra mieux discuter, interagir autour de tout ça. Donc, map d'une fonction f et d'une liste vide, hein, typiquement, c'est une liste vide. Et puis, le map d'une fonction et d'une liste qui a un premier élément x et le reste de la liste, les x suivants, les x's. En fait, ça, c'est simplement la fonction f qu'on applique au premier élément, suivi du map de f sur le reste de la liste. Des questions sur cette implémentation? Là, il me dit, t'as pas la signature. C'est mieux de la définir. En général, ça te donne des trucs plus précis. Le compilateur, du coup, va mieux connaître ce que tu cherches à faire. Ça lui donne aussi plus d'indices pour compiler, mais là, il a vraiment besoin de la signature. Parce qu'on ne peut pas faire plus 1 sur n'importe quoi. Donc, add1 toList, il va prendre disons, une liste d'entiers, on a dit, hein, et une liste d'entiers. Si on reload, et donc... Ok, on va y arriver. Qui c'est qui demandait ce que ça faisait, add1 toList? Et ben voilà ce que ça fait. Donc, on peut voir la fonction map comme prenant une fonction et une liste et appliquant cette fonction à tous les éléments de la liste. On peut aussi voir la fonction map comme une fonction qui prend une fonction et renvoie une autre fonction qui va prendre une liste et renvoyer une liste. En gros, on peut voir map comme une fonction qui prend un espèce de deux arguments, d'accord, et qui renvoie une liste. Mais en fait, on peut voir aussi ça, comme ça. C'est-à-dire une fonction qui prend une fonction de A vers B, et ce qu'elle renvoie, une fois qu'elle a pris cette fonction de A vers B, c'est une fonction de liste de A vers liste de B. C'est exactement ça que ça veut dire là. Ma fonction add1 toList, en fait, c'est une fonction qui prend une liste de int et renvoie une liste de int. Et c'est le résultat de l'application d'une fonction à map. Ce principe-là, c'est ce qu'on appelle le principe de currying. Donc en gros, une fonction qui a plusieurs paramètres, ça peut être vu comme une fonction qui prend un seul paramètre et renvoie une fonction à n-1 paramètres. Donc on en était là. Fonction comme citoyen de première classe. Donc on a vu un petit exemple qui est un peu marrant, je trouve, parce que du coup,
Voilà, ça permet de créer, map, ici, permet de créer tout de suite beaucoup de fonctions. Et en fait, concrètement, ce que map fait, c'est que ça transforme une fonction qui s'applique sur un type donné, A, et tout d'un coup de pouvoir l'appliquer sur une liste de A. Et donc, tout de suite, map, c'est quelque chose qui devient très puissant. Ça permet de créer tout un tas de fonctions qui s'appliquent sur des listes. Et donc, en quoi c'est intéressant d'avoir les fonctions comme objet central de ton mode de pensée, même de programmation, c'est que la fonction a un intérêt très particulier par rapport aux objets, par exemple, c'est que les fonctions sont composables. Donc, tu as une fonction de A vers B, une fonction de B vers C, boum, tu les combines et ça te fait une fonction de A vers C, comme ça. Ils sont structurellement composables, hiérarchiquement composables, mais ce n'est pas les fonctions du coup, que tu composes, c'est plus des interfaces et des classes. Et ensuite, que tu viens instancier avec toutes ces propriétés. On verra qu'on a des choses tout à fait qui peuvent s'y apparenter, en tout cas, en Haskell notamment. Mais là, tu agis directement sur tes fonctions, ce qui est assez chouette. Par curiosité, vous connaissez d'autres fonctions comme ça, d'ordre. Alors, une fonction qui produit une fonction ou qui prend une fonction en paramètre, on appelle ça une fonction d'ordre supérieur. Bon, et en fait, dans les faits, ça ne sert pas à grand-chose ce terme, c'est une fonction pour nous. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Reduce, ouais, très bien. Filter, très bien. Alors, par exemple, on va avoir un type, par exemple, qui est assez intéressant. C'est le type maybe, qui en gros indique la présence ou pas d'une donnée. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un maybe? C'est soit j'ai rien, soit j'ai juste un truc. Ça. Merci. C'est pas très important pour le compilateur, mais pour le lecteur, c'est plus sympa. Question sur la syntaxe, question sur le concept même là où... Est-ce que du coup, il y a un nul? Ah, c'est une très bonne question. Oui, il y en a un. Mais non. C'est-à-dire qu'il y en a un pour que le langage soit vraiment complet. Hein, c'est ce qu'on appelle c'est le concept de bottom en théorie des langages, qui existe. C'est undefined. Undefined, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un truc dont le type est absolument n'importe quoi. C'est ça le concept d'un bottom. Et vu que ça ne peut pas exister, ça indique aussi le crash de ton programme. Donc ça peut être utilisé vraiment en mode je suis en train de programmer mon truc, j'ai pas envie de remplir là parce que ça va pas type check, machin, je mets undefined parce que je sais que je suis en train de programmer, je vais pas passer dans ce pass-là. Mais tu retrouves jamais de undefined en prod. Très bien, très bien. Hop, je vais garder juste la version là, la plus générique du map. Comme ça, on est bien capable de faire des choses comme ça, c'est chouette. Très bien. Donc, on peut voir ça là. Donc ça, c'est la définition du nom du type. On voit que c'est un type paramétré qui dépend d'un autre type. Et il y a, disons, deux constructeurs. Un constructeur sans paramètre qui ne contient pas de valeur. Et un autre constructeur avec un paramètre qui contient une valeur. OK ? Alors, c'est très intéressant parce que, du coup, on pourrait définir une fonction qu'on pourrait appeler mapMaybe. Ce serait quoi sa signature, du coup? Donc, pour le faire simple, on va toujours avoir une fonction qui va nous permettre de transformer des A en B, d'accord? Mais cette fois, elle va prendre un maybe A et elle va te renvoyer un maybe B. Qui veut se lancer pour l'implémentation? Bon, déjà sur les paramètres, mon premier paramètre, c'est une fonction f. Alors, truc intéressant en Haskell, qu'on retrouve dans pas mal de trucs de programmation fonctionnelle, on peut faire ce qu'on appelle du pattern matching. En l'occurrence, ici, je sais que mon maybe, il a deux formes. Nothing ou juste quelque chose. Donc la première forme qu'il a, c'est nothing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que d'appliquer la fonction f à un maybe qui ne contient rien? On n'a rien. Pardon? Merci. Très bien. Là, il me dit, mes pattern match ne sont pas exhaustifs. Ta fonction, elle va planter, là, si tu l'appelles avec un juste quelque chose. Reste donc à définir ce cas.
just une valeur A. Et dans ces cas-là, on a donc alors, je vais faire une fonction qui va s'appeler read1, qui va prendre donc une string en entrée et qui va me retourner un maybe int. OK? Donc mon read1, ça va être assez simple, hein, ça va être si j'ai one, et ben ça fera just one. Et puis sinon, dans tous les autres cas, peu importe quel est mon truc, ce sera nothing. OK? Très bien. Je reload. Et donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux map une fonction, disons, plus 1 sur read1 de 1. C'est pas un map que je veux, c'est un map maybe. D'accord? Et si je refais la même chose maintenant avec 2, j'ai bien nothing. Il a fait le read1, ça lui a fait nothing, et maybe d'un nothing, map maybe de la fonction d'un nothing, c'est un nothing. Un just read1 de tout. Alors la valeur just, alors ça c'est intéressant. Pour vous c'est quoi? C'est un maybe de maybe int. Bon, là je vous propose, bon, on a vu les bases de syntaxe, en gros l'idée autour des fonctions comme ça que tu peux passer, machin. Soit on retourne sur un petit peu de théorie, soit on avance dans Haskell et on va voir des structures un peu intéressantes. Donc ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est de monter dans les niveaux hiérarchiques. Donc là, on a vu des fonctions, on a vu les signatures globalement. Ce que je vous propose, c'est de voir ce que c'est qu'une classe de type, ce qui n'a rien à voir avec une classe orientée objet. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans la structuration, disons, de base des formes qu'on va utiliser, à savoir les foncteurs, applicatives, éventuellement monades derrière, si ça vous intéresse. Qui sont vraiment après au cœur du langage. Alors, on peut regarder là sur les trucs qui ont échoué auparavant. Là, j'ai essayé donc de faire mon map maybe de show de just one là, et il a échoué parce qu'il me disait qu'il n'avait pas d'instance de show pour le type maybe string. Alors, qu'est-ce que c'est que show? Alors, c'est intéressant, hein, on peut aller regarder, on peut aller chercher des infos sur ce que c'est que show, par exemple. Wouh! Hop! Alors, qu'est-ce que c'est que show? Ça se lit, c'est une fonction qui prend un type, n'importe quel type, et va te donner une contrainte. Cette contrainte, elle te permet d'avoir accès à ces trois fonctions-là, dont la fonction show qu'on a utilisée du coup, et qui te permet, à partir d'un A, de produire une string. On voit que show, ici, c'est une classe, et donc à partir du moment où on a un type qui est une instance de cette classe, vraiment attention avec le vocabulaire, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes notions qu'en programmation orientée objet, ici, on va prendre un type, et dire en gros qu'il est showable. Ça se rapproche plus du concept d'interface, sans être vraiment la même chose. Parce qu'en fait, donc show est défini dans le prélude. Donc pour résoudre mon problème, vous avez vu que j'ai mis un deriving show. Je ne sais pas si je vais l'implémenter. Qu'est-ce qu'il y a dans les minimal définitions? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est bon, il me permet d'implémenter show. Donc ça, c'est cool. Donc ce que je peux faire, au lieu de le dériver automatiquement, parce que le compilateur du coup, là, m'a dérivé cette classe show et les méthodes qui vont bien gratuitement à partir de la forme là, du truc. Mais si je voulais le faire, en fait, je peux dire simplement que on a une instance de show
que maybe A est une instance de show. Disons que si A est une instance de show, alors maybe A est une instance de show. Et alors, pardon, si A est showable, si je peux transformer A en string, je peux transformer maybe A en string. D'accord? Et alors, il faut évidemment que je lui prouve ça, et donc que je définisse ma fonction show, hein, je rappelle, ma fonction show, du coup, ici, elle va prendre un maybe A et me donner une string. Non, on voit en fait, donc voilà, ta classe show qui est définie dans le prélude, elle te dit la définition minimale pour définir une instance de show, il faut que tu lui donnes soit showPreg, soit show. Donc là, moi, je vais juste définir mon show. Hein, donc, le show de nothing, bah, c'est simple, hein, c'est nothing. Et puis, le show de just A, et ben, c'est just, espace, que je vais combiner avec show A. Alors, en fait, je déclare que mon data type, mon type, maybe A, je peux le show. Si A, je peux le show. En fait, mon A, ça peut être n'importe quel type. On est d'accord? Mais seulement là, je peux utiliser le show sur A parce que j'ai dit ici que A était une instance de show. Si A, là, ma signature, en gros, elle me dit j'ai une instance maybe A est showable si A est showable. Dire qu'un type est une instance de show, ça veut dire que tu peux show ce type. Et ce qui est très fort, c'est qu'en plus, donc là j'ai implémenté, donc j'ai dit que mon maybe là que j'ai défini, c'était une instance de show qui show est définie ailleurs dans le prélude. Et donc tu peux comme ça créer des instances de trucs qui existent déjà en donnant les preuves que tu es capable de faire ce que ça te demande. Là, le fait de pouvoir écrire cette fonction et qu'elle compile, c'est une preuve que je suis capable de montrer un maybe si je peux montrer un A. C'est très vrai, très très vrai. Alors, voilà, par exemple, là, je vais pouvoir regarder. Est-ce que, par exemple, just 1, est-ce que ça, c'est égal à just 1, à votre avis? Just, c'est le constructeur de maybe qui te dit que tu as un objet, ouais. Donc, allez, on y va. Mon maybe integer, c'est pas une instance de Eck. Donc, si je regarde ce que c'est que Eck, Eck, en gros, c'est une classe qui me définit deux fonctions, égal, égal et différent. Hein, les fonctions, c'est clair, hein, ça prend deux valeurs du même type et ça te renvoie un booléen. Donc, bah, qu'à cela ne tienne, on va faire une instance de Eck pour maybe. D'accord? Donc, évidemment, mon instance, je peux comparer des maybe si je peux comparer les A qu'il y a dedans. Hein, si je ne peux pas comparer les A qu'il y a dedans, je vais avoir du mal à comparer mes maybe. D'accord. Hop. Donc, en fait, tu lui dis pourquoi est-ce que c'est vrai que je peux égaler mes trucs? Ben, c'est simple parce que pour toutes les combinaisons possibles que je peux trouver, je suis capable d'écrire la définition. Donc, par exemple, si j'ai nothing d'un côté et nothing de l'autre, c'est bon. Si j'ai donc une valeur ici, si j'ai deux just, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a? Tu dois faire tous les cas ou pas? Alors, c'est ce qu'on va voir. J'ai juste un petit problème sur ma syntaxe. Ok. Mais les autres cas, c'est quoi? D'accord. Donc là, on aura
Ok. Et l'inverse aussi. Très bien. Donc, en fait, à part les deux cas précédents, je suis tout le temps à false. Ok. Donc en fait, peu importe quels sont mes... Exactement. Alors, ça revient ici, hein, on a la minimale définition, c'est soit le égal, soit différent, d'accord? Et ça se comprend bien, puisque être différent, c'est ne pas être égal. La question, c'était, est-ce que là, dans cette définition de fonction, il les fait un par un? Et donc oui, il va essayer de voir, quand tu appelles ta fonction égale, il va essayer de résoudre le pattern match, et le premier qui est bien résolu, ça sera celui qui sera utilisé. Donc, si je reload et que maintenant je refais mon truc, il me dit que c'est vrai. En fait, les warnings qu'il me met là, c'est ce qu'il ne sait pas, le 1 là, c'est quoi? Il suppose que c'est un integer, là en l'occurrence. Ça pourrait être un int, ça pourrait être un float, ça pourrait être un double, ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Donc là, on a vu ce que c'était qu'une classe de type. Qu'est-ce que c'est qu'une classe de type? C'est un ensemble de types qui ont des capacités. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Ici, là, j'ai augmenté mon type maybe avec la capacité de pouvoir être montré, transformé en string, ou la capacité d'être comparé par égalité. D'accord? Il existe tout un tas de classes comme ça. Donc, si on va voir le prélude, le prélude est assez gros, on va pas le parcourir, hein, mais bon, globalement, vous avez les types de base, hein, des booléens, avec deux constructeurs, sans paramètres, true et false, hein, c'est exactement la même chose. Hein. En fait, ici, si hop, je vire ici de mon prélude le bool, je peux définir exactement... Aïe. Bon, je ne vais pas le virer parce que sinon il va me faire chier, mais en gros, on peut même aller voir, je pense, le source code. Non. Mais en gros, vraiment dans le prélude, hein, il est défini un peu de la même manière que le maybe ici. Hein, ça serait juste ici, data bool, c'est true ou false. Et ça s'arrête là. Je vous l'écris. Data bool égale true or false. Hop. Par exemple, si je fais un maybe perso, c'est nothing perso et just perso. Et ça compile. Là, ce que tu déclares, c'est que mon type maybe perso, il a deux constructeurs. Un constructeur qui s'appelle nothing perso, c'est juste un constructeur. Il ne prend pas de valeur, c'est donc une valeur en tant que telle. Et là, disons que, pour le dire autrement, on peut voir la just perso, d'accord, comme une fonction qui prend une valeur A et te renvoie un maybe A. Par exemple, quel est le type de just? C'est une fonction qui prend un A et qui renvoie un maybe A. D'accord? Si just, je lui donne une string, just toto, ça me renvoie. La valeur complète de ça, c'est just toto qui est de type maybe string. Le type de just, c'est donc une fonction de A vers maybe A. Le type de just toto, c'est un maybe string. Le type de nothing. Je reviens sur le type de maybe juste après. Ça va, ça vous perturbe là, le nothing, c'est un maybe A. Et quel A? Oui, c'est ça. Ah. Eh bien, n'importe lequel. Absolument n'importe lequel. Je peux considérer que mon nothing, là, c'est un maybe int, si je veux. Je peux considérer que c'est un maybe d'un truc très complexe, d'accord, d'une structure absolument monstrueuse, très bien. Mais, donc ça peut être n'importe quoi. Ici. D'accord? J'ai une fonction read1, elle prend une string et elle renvoie un maybe int. Ok? Quel est le type de ce nothing? Maybe int. La fonction, elle renvoie forcément un maybe int. D'accord? Donc ce nothing là, c'est forcément un maybe int. Donc là, ce nothing, dans cette fonction-là, dans ce contexte-là,
est contraint à être un maybe int. Mais un nothing, hors de tout contexte, c'est un maybe A, quel que soit le A. D'accord? Donc, disons que ce qui donne finalement le type de maybe, et quel maybe c'est, tu le sais que seulement quand tu as un just. Parce que là, tu lui as passé une valeur qui avait un type, et qui est donc le type de ton maybe. Surtout que le compilateur, et voilà, il te fait pas chier. Si tu dois renvoyer un maybe de n'importe quoi, et que tu renvoies nothing, c'est bon, tu as gagné. Ça type check. Ça type check, il n'y a pas de souci. Ah, c'est exactement ça. Ici, là, je devais renvoyer un maybe int, j'ai juste mis mon nothing, boum. Je reviens sur la question, Sacha, il demandait, c'est quoi le type de maybe? Alors déjà, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça a vraiment un sens? Exactement, exactement. Maybe, c'est pas une valeur. Il va te dire, il fait de la merde. Maybe, c'est un type, c'est un data type, d'accord? Alors, on n'est pas quand même sans info sur maybe, hein, on sait des trucs. Par exemple, si je demande des infos sur maybe, il te dit ici que, en fait, en gros, maybe, c'est une fonction qui prend un type, et toi, là, on va dire que c'est un type, d'accord? Donc, int, string, quelque chose, et te donne un autre type, d'accord? Donc, en gros, maybe, c'est une fonction, si tu lui donnes int, il te renvoie un autre type qu'on appelle maybe int. Donc, maybe n'est pas un type, maybe appliqué à un type, c'est un type. Voilà. Et ensuite, tu vois qu'il a donc deux constructeurs et qu'il y a deux instances qui lui sont rattachées. Enfin, il fait partie de deux classes de type, devrais-je dire. Ok, donc là, on a vu donc, comment est-ce qu'on pouvait définir des types. D'accord? On a vu ce que c'était que des classes, du coup, et surtout comment dire que notre type qu'on a construit, il faisait partie de cette classe de type, et donc elle a aussi les capacités d'être montrée ou comparée par une égalité. Très bien. Donc, je voudrais pousser ce cran-là, ce cran un peu plus loin, et là, on voit, on a défini deux fonctions, map et map maybe, dont on a dit qu'elles étaient quand même fortement similaires. Elles font quasiment la même chose. C'est une fonction, si tu lui donnes une fonction, elle va chercher les éléments à l'intérieur d'un contenant, une liste ou un maybe, d'accord? Elle va appliquer la fonction à ce qu'il y a dans le contenant, et puis ça va te donner ce contenant avec les valeurs modifiées par la fonction. Alors moi, je vous propose qu'on définisse ce comportement, d'accord? Et donc, on va définir une classe qu'on va appeler functeur. Et donc, on va lui dire, on va mapper, hein, mais mapper avec un functeur, functorial map, d'accord? Qu'est-ce que je peux mettre là comme lettre pour dire que c'est un contenant? Un conteneur. Hein? C'est, ça vous va? Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée pour la signature de cette fonction? Si tu regardes le map, là, d'accord, tu vois qu'il n'y a aucune restriction sur la fonction que tu lui passes, là, la fonction qui va de A vers B. La seule contrainte que tu as, c'est que les inputs à la fonction, là, ce soient les éléments de la liste. De la même que sur le maybe, le map maybe, là, les inputs à la fonction que tu passes au map maybe, le type A, c'est le type des éléments qu'il y a dans le maybe. C'est la seule contrainte que tu as là-dessus. Là, je vais définir une classe de type, donc un ensemble de types qui vont avoir une propriété, c'est d'être mappable. D'accord? Et ces types, il se trouve que là, avec la petite réflexion qu'on a eue, c'est des types qui sont des conteneurs. Ah, donc c'est un truc qui existe déjà. D'accord? Alors ça existe déjà, functeur, hein, on pourra aller le voir tout à l'heure si vous voulez. Moi, là, je l'ai exclu de mon import de prélude juste pour pouvoir le redéfinir ensemble. Donc ça, là, tu es en train de définir quelque chose. Donc on a plusieurs façons de définir. Donc là, je définis une classe de type. C'est-à-dire, en gros,
un ensemble de comportements qu'on va ensuite pouvoir attribuer à nos types maybe, nos types list, et éventuellement d'autres contenants. En gros, ce qu'on veut, c'est généraliser la signature de map et de map maybe. D'accord? Donc là, on a quand même un truc qui est évident, c'est-à-dire qu'on a une fonction de A vers B, d'accord? Et en fait, du coup, elle va prendre maintenant un container de A, qui contient des A, d'accord? Et ça nous retourne un container de B. Alors là, on voit quelque chose qui est très intéressant, c'est que container, on a dit que c'était un type, a priori. Sauf que, pas vraiment, puisque là, container, il est appliqué à un type A. Donc, quelle est la signature de container? Container, c'est une fonction qui prend un type et donne un type. Maybe, par exemple. On peut même regarder ça. Hein, le type de liste, c'est bien un truc, ça prend un type et ça te donne un nouveau type qui est la liste de ce type. Eh bien, on est d'accord. C'est bien pour ça que ces deux manières de mapper, là, le map qu'on a défini et le map maybe qu'on a défini, peuvent être factorisés en un même truc. Parce qu'en fait, c'est des conteneurs. Et qu'est-ce que c'est qu'un conteneur, en fait? C'est un truc qui contient d'autres trucs. Donc, tu vois, ça a besoin d'un autre truc. Donc, là, on va pouvoir maintenant définir, donner la preuve que list et maybe sont des foncteurs. Donc, je vais pouvoir créer une instance. Donc, typiquement, j'ai un foncteur de list. D'accord? Où, en fait, mon fmap de f et de liste vide, c'est liste vide. Exactement. Je le réécris juste pour ne pas reprendre la définition de là-haut et faire un truc cyclique et que vous ne me croyez pas ensuite. Donc j'ai un x devant puis des x's, et donc ça c'est égal à f de x suivi de map f x's. Pourquoi il n'y a pas de parenthèse? Moi je vais juste parenthéser de manière différente. Tout. Ouais, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Ok. Là, tu peux pas mettre un maybe. Là, on attend une valeur qui peut avoir deux types de valeurs, soit un nothing. Hop là. Allez, j'ai eu la réponse. D'accord. Parce que maybe, c'est soit un nothing, soit donc là, c'est juste A. Donc, je reload. Et alors maintenant, du coup, on a notre super fonction, hein, où je peux fmap plus 1 sur ma liste 1, 2, 3. Est-ce que tu vas pas enlever le... OK? Mais je peux aussi fmap, toujours mon plus 1, sur un just 3. Ou sur un nothing. Donc fmap, c'est exactement ce qu'on vient de définir, hein, c'est la fonction finalement générique de la classe de type foncteur. Et donc, pour peu qu'un truc implémente le foncteur, tu peux utiliser le fmap dessus. D'accord? Le map dans le prélude, c'est le truc qui est restreint aux listes. Voilà, ça n'a pas de... Je pense que c'est d'ailleurs plutôt historique comme reliquat, en fait, parce que on utilise fmap, en fait. Par exemple, si on veut avoir un type qui fait de l'error reporting, parce que du coup, nous, en Haskell, là, donc, on a les fonctions en citoyen de première classe, là, toutes les données sont immutables. On ne peut pas changer une valeur à partir du moment où elle est construite. Elle restera telle qu'elle tout le temps. On peut la modifier,
On peut appliquer une fonction dessus qui va nous renvoyer une nouvelle valeur, mais c'est immutable. On n'a pas de nul non plus, à l'exception près dont on discutait tout à l'heure. Et donc, on veut absolument ne pas avoir d'exception. L'exception, c'est vraiment l'horreur, c'est le truc qui pète ton code. Je ne comprends pas le concept. Hein. Bref. Donc, le mieux, si une fonction, elle peut échouer, ça serait encore de dire, dans sa signature, que dans ce qu'elle retourne, ça pourrait être une erreur. On a déjà maybe qui peut servir à ça. Hein, si on renvoie nothing, c'est que probablement il y a quelque chose qui s'est mal passé à un moment. J'applique une fonction, j'ai pas de résultat. C'est pas ouf. On pourrait être plus précis pour tracer l'erreur. Je veux pas cacher les trucs du prélude, ça me saoule. Donc, on va dire, on va avoir un type d'erreur, n'importe quel type E pour l'erreur, et n'importe quel type A pour le résultat. On va avoir un constructeur error, ou un constructeur success, qui prendra un A, lui. Ce type de langage, pour moi, c'est des langages qui servent à limiter ton testing, parce que tu vas créer ton programme, et que la structure même de ton programme garantira plein de choses sur les propriétés que tu veux garantir par rapport à ton programme. Ça, c'est une première chose. Donc, sur des projets gros, sensibles, où la moindre modification, tu ne connais pas toutes les interactions, etc. Là, voilà, dès que tu vas modifier un truc, s'il y a une chaîne de dépendance dans le millième fichier derrière, boum, ton compilateur, il va te le dire, quoi. Ensuite, c'est extrêmement intéressant pour se poser et réfléchir à la structure des problèmes. Ça te demande un mode de pensée qui n'est pas le même. Tu vois bien, quand je vous dis là, qu'est-ce que c'est qu'un type qui est de la classe de type des foncteurs? C'est en fait une sorte de conteneur, parce que l'idée c'est que tu viens prendre ce qu'il y a à l'intérieur et appliquer ta fonction dessus. C'est vraiment un mode de pensée que tu adoptes à la fin. Et donc en fait, moi, quand je programme un peu en Haskell, ce que je vois, c'est ça, c'est que j'ai ma liste et boum, je vais appliquer ma fonction sur tous les éléments. Et donc, je réfléchis de manière structurelle sur ma manière de construire le programme. En Haskell, parce qu'on appelle les type alias, où en gros, tu vas définir type email égale string, d'accord? Et là, ça va juste te servir à... dans tes signatures de fonction, mettre email, comme ça c'est plus parlant à la lecture, et c'est tout. D'accord? Et tu peux définir ce qu'on appelle des new types. Donc new type email, ça sera un email de string. D'accord? L'avantage, c'est que ça va virer toutes les type classes qui étaient associées à string et tu vas pouvoir les redéfinir si tu veux des type classes qui se comportent un peu différemment. Au runtime, la représentation est strictement la même. Ça n'est utilisé que par le compilateur. Au runtime, la représentation, ça sera une string. Et là, tu as du type checking, du coup, sur le fait que si tu n'as pas transformé ta string en email, a priori, tu ne pourras pas passer une string à la place d'un email. Voilà. Donc, tu as ces deux... je peux vous montrer un truc, là. En gros, là, ce que je voulais définir, c'était... en gros, qu'est-ce que c'est qu'un CRUD, dans l'idée. Alors là, ça va peut-être vous paraître vraiment très... En gros, j'ai une config pour storer des trucs, d'accord, faire de la persistance, on va dire. Là, sur un file system. Et je définis toute une API. Get, put, OK. Tout ça, c'est paramétré par ce que j'ai appelé un CRUD type. Et puis donc, évidemment, j'ai des exceptions métiers qui sont liées à mon CRUD. D'accord? Donc ça, c'est la structure de mon programme, en gros. Hein. J'ai défini les exceptions et qu'est-ce qu'il était capable de faire. Comme tu vois, d'ailleurs, un get, par exemple, ce qui renvoie, c'est un excepti. Alors, exceptif, c'est l'error. On a codé tout à l'heure, d'accord? C'est la même chose. Donc, en error, soit j'ai une exception, soit, en fait, je vais renvoyer une IO avec une autre exception et un type A ici.
Ici, par exemple, si je fais un post, ça sera plus clair ici, je renvoie soit une exception d'écriture, hein, soit je renvoie l'ID que je récupère du coup en ayant fait mon storage. Tu dis soit, mais c'est comment le soit? Soit, c'est par la définition de l'exceptee ici. C'est le error. Hein, le exceptee, imaginez-le comme le error. Voilà, c'est soit j'ai une erreur, soit j'ai un succès. C'est les paramètres de... Ouais, ça, c'est le paramètre de l'erreur, c'est le type de l'erreur, d'accord? Et bon, il faudrait quelques concepts un tout petit peu plus avancés, notamment là, ce qu'on appelle des monades transformers. Mais voilà, en gros, ici, je suis dans un contexte où je peux avoir des erreurs de ce type-là, d'accord? Mais j'exécute tout ça dans un sous-contexte qui est un contexte d'IO, de input-output. Je fais des entrées-sorties, je lis sur le disque. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça, c'est ma structure. Et donc, par exemple, si je regarde, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est qu'une note? Du coup, une note, c'est simple. Hein. Si j'ai une note service config, alors en gros, c'est quoi? C'est où est-ce que je vais stocker sur mon disque les notes que j'ai prises. C'est une appli de prise de notes. Hein, d'accord? Donc ma config, c'est juste en fait le root pass du directory qui va contenir toutes mes notes. Et ensuite, je définis que c'est bien un CRUD avec cette config et qui va prendre tel type de contenu. Et en fait, voilà, j'ai délégué ensuite toutes ces méthodes génériques de ce que c'est qu'un CRUD aux implémentations concrètes liées aux notes.